suis Alexandre Mélenchon. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir, Gab. Je suis content d'avoir sur le podcast aujourd'hui parce que, à part les narrations qui étaient faites par le passé, je me souviens pas de la dernière capsule que tu as tournée pour PLTV. Ça fait un petit bout. Donc, effectivement, c'est dans mes débuts de PMML. Là, donc, ça fait déjà là, quelques années de ça. Oui. Puis pourtant, c'est ça, ça fait quand même 3 ou 4 ans que tu es avec PMML maintenant. Exact. Ici. Fait que je te laisse te présenter qu'est-ce que tu fais. Tu es courtier immobilier chez PMML, mais je te laisse te présenter pour l'auditoire qui apprennent à le découvrir aujourd'hui. Parfait. Donc, je m'appelle Charles-Alexandre Melançon. Moi, je suis courtier à Québec. Donc, je desserre toute la grande région de Québec, ce qui est Lévis, on va même jusqu'en Beauce, donc à Québec aussi. Donc, tout ce qui est... Moi, je suis vraiment spécialisé au niveau commercial, industriel, bureau. Donc, je fais que ça, en fait, là, à temps plein. Là. Donc, c'est vraiment mes spécialités là, de mon côté. Puis, je suis curieux de savoir, ça vient de où cette fibre-là? C'est du commercial pur, puis surtout chez PML aussi, parce que chez PML, je veux dire, c'est à la base, c'est une agence qui était spécialisée dans le multilogement. Aujourd'hui, c'est une transaction sur 3, c'est dans le commercial. Au sein de l'équipe, ça fait pas 10 ans non plus qu'on a lancé le commercial. Exact. Mais qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es intéressé au créneau commercial, puis pourquoi l'industriel puis commercial? Je dirais que c'est majoritairement parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les défis. Donc là, toutes les transactions au niveau commercial sont très différentes des transactions au niveau du multilogement. Puis même chaque transaction entre elles sont très différentes, donc ils ne se rejoignent pas nécessairement, puis c'est pas toujours du copier-coller. Donc quand on va tomber dans des beaux commerciaux, dans des transactions de promesses d'achat commerciales, donc il y a toujours des nouvelles choses qu'on va apprendre tout le long. Depuis le début que je fais ça, puis je pense que même les gens qui ça fait 30 ans qu'ils font ça disent toujours la même chose. Il y a des nouvelles choses qui arrivent dans les transactions qui nous apportent des défis puis des compléments supplémentaires là, à la transaction qui, moi, me fait vibrer beaucoup. Là. Donc, c'est ce que j'aime le plus là, des transactions commerciales. De là, tu sais, j'imagine, c'est important aussi, c'est pour les investisseurs, des propriétaires occupants, c'est de faire affaire avec des professionnels du courtage parce que si les transactions ne se ressemblent pas, au moins, tu sais, c'est une expérience transactionnelle qui permet de mieux conseiller tes clients. C'est ça, exactement. Donc, que ce soit au travers d'un propriétaire occupant ou même d'un investisseur, chaque transaction est un défi, même pour un investisseur qui en a déjà acheté 20. Donc là, c'est là que l'importance du courtier immobilier va arriver parce que moi, justement, je vais être en mesure de, puisque je fais ça à temps plein, de conseiller puis d'emmener une vision du marché ou d'une vision d'une transaction que la personne qui, elle, va acheter n'aura peut-être pas à l'origine. Donc, juste ça vaut son pesant d'or. Puis des fois, mais surtout au niveau commercial, il y a beaucoup, on compare ça souvent au Far West. Donc, il y a beaucoup de clauses ou de documentation qui sont vraiment pas standards. Donc, c'est important de prendre le temps de les analyser individuellement puis d'avoir de l'expérience là-dedans, c'est important. Puis, à quel moment, justement, que tu sois inclus un avocat ou un conseiller juridique d'un client dans une transaction? Parce que nous, à l'interne, on le sait, le courtier immobilier est en charge de la transaction. Le but, c'est d'apporter justement la transaction le plus loin possible chez le notaire aussi, puis que toutes les parties soient heureux. Inévitablement, par la force des choses, comme tu dis, il y a des avocats, des conseillers juridiques qui vont venir s'inclure dans la transaction. C'est quoi le rôle du courtier vis-à-vis ces professionnels-là? Donc, moi, mon rôle, c'est beaucoup au niveau de la transaction, de gérer le niveau transactionnel. Quand on va se spécialiser plus au niveau des lois. Donc, il y a certaines clauses, par exemple, qui vont être écrites d'une manière qui fait en sorte que ça peut porter à ambiguïté ou ça peut porter ça peut porter des préjudices. Donc là, c'est là que ça va être important de se baquer par l'entremise d'un avocat. Donc, moi, je suis spécialisé au niveau transactionnel, donc je peux aider le client à passer au travers d'une transaction avec le moins d'intempéries possible. Mais évidemment, ça peut arriver qu'il y ait des clauses ou des choses qui sont hors de mes compétences, qui font en sorte que nécessairement on a besoin d'un expert, d'une opinion externe qui, lui, va être neutre dans tout ça puis qui va permettre là, au vendeur d'être backé, là, puis d'avoir justement une opinion sur la question qui est différente ou qui amène plus un point ferme sur la question. Là. OK. Puis, tu as des exemples? Oui, ça? En fait, j'ai une transaction là, justement tout récente, là, que c'était un locataire qui cause problème, en fait, là, dans la transaction. Donc, dans ma transaction, à l'origine, moi, j'étais supposé de vendre un complexe. Donc, c'est un complexe commercial, donc tout allait bien jusqu'à ce qu'un locataire, lui, décide qu'il veut partir. Sauf que là, il veut renouveler, en fait, son bail, mais de la manière que le bail est écrit, juste à cause d'une phrase qui est mal située dans le texte, ça peut porter à confusion. Donc là, à ce moment-là, il y a comme pas un préjudice, mais il y a comme l'avocat de son côté, lui, pense d'une chose d'une manière, puis l'avocat de notre bord pense d'une autre. Donc là, il a fallu qu'on trouve une manière de s'entendre pour justement faire en sorte que les deux pensent la même chose. Mais juste à cause que la phrase était à la mauvaise place. Donc la phrase était très bonne,
mais à la mauvaise place dans le texte. Donc, c'est ce qui a fait en sorte qu'automatiquement, là, le locataire en a profité au final. Donc, c'est des petits détails comme ça qui, pour moi, à l'origine, c'est très, très clair qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Mais à cause de cette phrase-là qui est mal située, bien là, il peut y avoir une ambiguïté. Donc, c'est pour ça que des fois, l'avocat qui, lui, va être spécialiste des ambiguïtés, va pouvoir nous aider là-dedans là, pour closer la transaction, dans le fond, au final. Parce que ce qu'on veut, c'est d'arriver à une entente. Autant avec les locataires qu'avec, justement, là, l'acheteur et le vendeur. Puis dans cette transaction-là, toi, tu représentais le vendeur? L'acheteur. Je représentais l'acheteur et le vendeur. Ouais. OK. Fait que là, c'est facilité. Puis c'est parce que tu as un canal de communication des deux côtés aussi, mais reste qu'il faut quand même que tu fasses une conciliation c'est ça, des deux parties. C'est ça. Fait que les deux, il faut qu'ils mangent un peu là, leur bas. Donc, c'est sûr et certain que ça va être plus compliqué pour l'acheteur. Donc, lui, il va devoir accepter certaines choses qui n'étaient pas nécessairement dans l'entente à l'origine. Puis le vendeur, même chose lui aussi de son côté. Donc, souvent, là, une négociation fait que... Une bonne négociation fait en sorte que les deux parties sont plus ou moins d'accord ou contents de ce qui est arrivé. Là. Donc, c'est à ce moment-là qu'on sait qu'on a bien réussi là, la négociation. Puis comment qu'un propriétaire pourrait planifier justement la disposition de ses actifs en structurant les baux? Tu en vois probablement toutes les couleurs avec les bails aussi. Il y en a qui signent sur une ou deux pages, il y en a d'autres, ça s'échelonne aussi. Donc, on peut avoir des bails de 30 pages même des fois. Donc, c'est important en fait de vraiment prendre le temps de regarder l'actif qu'on a, puis de s'entourer de professionnels, encore une fois, comme on disait, au niveau juridique, qui, eux, vont être en mesure d'appliquer le bail ou tout autre document en fonction de l'actif qu'on a. Donc, c'est important de ne pas prendre les templates générales, de dire, bon, ben c'est pas grave, j'ai un bail qui va faire pour tous mes immeubles. Dans certaines situations, il y a des bails qui font en sorte qu'ils sont moins bons ou qui sont moins spécialisés dans certains cas, puis c'est important justement d'aller voir un avocat qui, lui, va pouvoir prendre le temps d'analyser individuellement. Donc, ça représente des frais supplémentaires, oui, mais c'est important pareil parce qu'au bout du compte, quand on va arriver justement dans les transactions, on va s'assurer que la transaction aille bien et qu'il n'y ait pas de problème parce qu'on s'est déjà backé d'avance. Donc, il n'y a pas de surprise à ce moment-là. Là. Donc, c'est super important, oui, effectivement. Puis j'imagine que le profil des locataires aussi joue pour beaucoup sur la solidité du bail. Aussi, exemple, c'est une PME versus c'est une entreprise bien établie, c'est avec plusieurs succursales à travers toute la province. Aussi, des fois, le locataire impose ses conditions en rédaction du bail aussi. Puis j'imagine que ça joue pour beaucoup aussi. Mais en tant que propriétaire, il faut aussi penser à plus long terme. Aussi, c'est ça. Si je vends mon immeuble, aussi, comment je vais faire pour me backer, là. Exact. Donc, c'est sûr qu'au niveau de mon travail, c'est vraiment de faire une mise en marché, d'aller chercher, de mettre en relation des gens, de m'assurer que la transaction se passe bien jusqu'à la fin, puis tout ce qui est au niveau vraiment plus spécifique. Donc, c'est sûr que quand le locataire va arriver avec ses propres conditions, va arriver avec ses propres longs bails, ses propres demandes des dizaines et des dizaines de pages, bien là, à ce moment-là, c'est important de s'entourer d'un expert qui, lui, justement, là, avec un avocat qui, lui, va pouvoir regarder toutes les petites phrases qui seraient à mauvaise place pour pouvoir, lui, statuer sur si oui ou non c'est safe de prendre ce bail-là puis de le signer à la fin. Donc, moi, mon travail, c'est vraiment au niveau transactionnel. Je suis spécialisé dans la transaction, mais pas aussi qui est toutes les lois spécifiques. Donc, évidemment, je peux donner un très bon coup de main de par l'expérience que j'ai faite dans mes transactions, mais il y a toujours des petites choses qui peuvent arriver qui font en sorte que c'est important de bien s'entourer pareil. Puis, les conditions actuelles du marché commercial, tu sais, mettons dans la région de Québec ou provinciale aussi, avec toutes les turbulences sur le marché financier, sur les taux d'intérêt qui fluctuent. Dans le commercial, c'est aussi le même actif dans différents secteurs, pourrait ne pas avoir la même proposition de financement indépendamment du prêteur. C'est ça. C'est quoi ton pouls, c'est quoi t'entends actuellement sur le terrain, aussi quand tu parles avec les propriétaires et les investisseurs? En fait, on a deux types d'acheteurs. Donc, quand on va parler d'un acheteur qui, lui, va être propriétaire occupant, c'est sûr que le taux d'intérêt va avoir un peu moins d'impact sur sa business à lui. Donc oui, évidemment, ça va avoir un impact sur le financement. Donc quand il va faire son acquisition, c'est sûr qu'il va avoir peut-être un plus haut taux d'intérêt qui va faire que son paiement va être supérieur au niveau de sa mise de fonds aussi. Par contre, quand on parle d'une business opérante, on parle de des dizaines de milliers de dollars, puis même peut-être certaines entreprises, des millions de dollars, juste parce qu'ils ont été en mesure de prendre un espace ou une superficie supplémentaire donc à l'année. Donc même s'ils vont payer 1%, 2% plus de taux d'intérêt, mais au bout du compte, c'est leur revenu annuel qui va être impacté par le fait qu'ils peuvent gérer beaucoup plus de volume. Ils peuvent gérer beaucoup plus de volume, en fait, au niveau de leur entreprise. Donc, ça leur permet d'avoir un meilleur chiffre d'affaires puis d'être en mesure, par la suite, là, justement, d'avoir des conditions de taux qui peuvent être supérieures malgré tout. Mais quand on va se spécialiser vraiment au niveau d'un investisseur, donc lui, il va regarder vraiment la rentabilité de l'immeuble.
Donc, c'est là qu'on vient avoir un impact un peu plus différent au niveau du marché. Donc, c'est plus eux autres, je dirais, qui vont être plus frileux d'acheter actuellement à cause des taux qui sont plus élevés. Donc, évidemment, les gros joueurs achètent toujours, mais il y a des joueurs qui, justement, eux autres, sont un petit peu plus frileux d'acheter parce qu'ils sont moins sûrs des conditions du marché. Ils veulent s'assurer, justement, là, que le marché se stabilise avant de pouvoir faire une acquisition. Donc, ça, on en voit toutes les couleurs, en fait. Là, ça va vraiment dépendre du profil d'investisseur. Mais au niveau industriel, c'est sûr que ça a moins d'impact pour le propriétaire occupant que pour l'investisseur. OK. Puis, c'est intéressant parce que le nombre de transactions commerciales a augmenté les derniers mois. Exact. Comparativement au mi-juin. Puis, ça, c'est dû à plusieurs facteurs aussi. Macroéconomique, marché aussi transactionnel. Des entreprises aussi qui sont en pleine croissance. D'autres, justement, qui ont de la misère à adapter leurs activités. Aussi pour rester pertinentes. C'est dans le contexte économique aujourd'hui. Aussi, fait que j'imagine que la réception... Toi, quand tu parles à des propriétaires, c'est quoi la réception que tu as par rapport à toutes les conditions macroéconomiques qu'on vit actuellement? Est-ce que sont très optimistes par rapport les opérations de leur entreprise, malgré tous les messages et toutes les craintes qui sont véhiculées? Ou au contraire, ils sont un petit peu plus réticents puis on doit les travailler pour justement leur donner une vision peut-être à moyen et long terme de leur développement de leur entreprise ou de leurs actifs qu'ils possèdent aussi puis qui ont une valeur? Donc, effectivement, en fait, là, surtout pour le propriétaire occupant qui a sa business qui roule, souvent, moi, ce que je vais entendre de leur côté, c'est que le marché va avoir moins d'impact sur leurs opérations. Donc, eux autres, ils vont quand même retrouver leurs propres défis au travers de d'autres aspects de leur entreprise. Mais tout ce qui est au niveau de mon travail à moi, au niveau transactionnel, eux autres, ce qui est important, c'est que là, pour l'instant, en majorité, ils sont sur hold. Puis ils veulent attendre de voir un peu comment est-ce que ça va se diriger tout ça. Donc, j'ai d'ailleurs fait quelques transactions avec certains qui, eux, ont décidé de pousser pareil. Mais le secteur dans lequel ils vont opérer va être vraiment ce qui va faire foi de tout. Donc, certains vont avoir beaucoup plus confiance que d'autres. D'ailleurs, j'ai un immeuble à vendre que c'est une ancienne papeterie, en fait. Donc, c'est sûr qu'eux autres sont un petit peu plus stressés de ce qui pourrait arriver dans le futur que, par exemple, une industrie dans l'agroalimentaire. Donc, c'est tous des aspects qui vont évidemment faire en sorte que certains domaines vont être beaucoup plus stressés que d'autres en fonction du marché et des conditions économiques actuelles. Puis le mini-entrepôt, oui, je sais que tu as fait la plus grosse vente, c'est la région de la capitale nationale. Exact. Dans la dernière année. Aussi, parle-moi de cette transaction-là. Je pense que c'est une transaction qui est quand même intéressante. Aussi, comment ça s'est passé? Puis, c'est quoi le défi que tu as rencontré dans la transaction que tu as réussi à résoudre? Premièrement, le plus gros défi qu'on avait, c'était une barrière de langage. Donc, déjà d'office... Ça part bien. C'est ça. Mon vendeur ne parle pas un mot en anglais. Mon acheteur parle exclusivement en anglais. Donc, déjà de base, on avait un très gros défi au niveau des langues. Donc, tout ce qui est la documentation, donc il a fallu faire certaines affaires afin qu'il y ait des traducteurs, en fait, qui, eux autres, ont pu nous aider dans la traduction. Donc, moi-même, j'ai dû faire plusieurs traductions là, avec le vendeur, mais je peux évidemment pas me porter garant non plus de chaque traduction, là, surtout pour des documentations qui ont des fois 80, 90 pages. Donc, c'est des choses qu'on peut pas nécessairement... Je peux pas me commettre puis promettre que cette traduction-là va être faite. Puis aussi au niveau du temps, là, donc évidemment, ça prend énormément de temps là, de traduire mot pour mot là, un gros document comme ça, mais ça a été le plus gros, je dirais, défi de cette transaction-là. Par la suite, bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont rentrés en jeu. Mon vendeur était très coopératif. Honnêtement, ça a bien été à ce niveau-là. Donc, quand on a fait notre inspection, il y avait des problèmes. Le vendeur a pris en charge ces problèmes-là directement. Donc, ça a été super facile. Donc, ça, c'est un point qui peut faciliter énormément la transaction. Donc, souvent, l'acheteur va venir négocier suite à l'inspection, mais si le vendeur promet de tout corriger, puis qu'il réussit à tout corriger, justement, avant d'arriver chez le notaire, bien, il n'y a pas de problème. Fait qu'à ce moment-là, on vient sauver d'une négociation supplémentaire qui peut avoir lieu. Donc, ça a été le cas dans cette situation-ci. Fait que ça l'a facilité au niveau là, des négociations. Mais je dirais que tout ce qui est défi à la fin de la transaction, donc on est arrivé avec des lettres d'avocat, des documents d'avocat qu'il fallait signer avant de passer chez le notaire, puis l'acheteur avait été un petit peu moins rapide pour fournir ces documents-là. Donc, on a été très... il a fallu faire preuve d'originalité, disons, là, pour arriver à closer cette transaction-là là, rapidement. Puis l'acheteur, sans rentrer dans les détails, c'était un investisseur privé ou c'était un investisseur institutionnel ou un fonds de placement? Quelqu'un de plus expérimenté sur le marché, c'était quoi le profil d'acheteur que tu as réussi à... En fait, c'est des gros joueurs en fait, là, de Toronto qui ont acheté ça. Donc, eux autres, effectivement, là, c'est une institution. Là, donc, il y a plusieurs
sans vouloir donner de détails encore, là, donc elles sont très gros en fait dans le marché. Donc eux autres cherchaient à s'incorporer à Québec. Donc ça a été leur premier pied à terre à Québec. Puis depuis, ils ont déjà fait même plusieurs autres transactions eux-mêmes. Parfait. Fait que félicitations pour cette transaction-là. Merci, ça a été un gros défi, mais une très belle transaction à rajouter au portfolio. Good. Puis si je reviens à la base, moi je veux connaître Charles-Alexandre. Tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu as fait le saut dans le courtage immobilier à la base? C'est quoi ton background? Premièrement, est-ce que tu savais si tu voulais faire ce métier-là? Aussi, puis deuxièmement, aussi, comment tu es arrivé dans le métier de courtage de faire OK, parfait, je vais chercher mon permis, puis je vais me lancer, je vais faire des transactions immobilières. Bien, moi, de base, j'ai de la famille qui se sont lancés en affaires depuis très longtemps. Donc, autant ma mère que mon père, eux autres ont des résidences d'hébergement en santé mentale, puis ils ont toujours investi aussi dans l'immobilier au travers de ça. Donc, c'est sûr que j'ai eu la fibre entrepreneuriale très jeune. Donc, c'est comme ça un peu que j'ai grandi au travers de des exemples parentaux qui sont pour moi là, très importants. Donc, c'est comme ça que j'ai développé la fibre au niveau de l'immobilier, en fait, en les voyant au travers de ça. Donc, moi, j'ai travaillé, en fait, évidemment, puisque ma famille est en santé mentale, là, donc avec des ressources d'hébergement, j'ai commencé là-dedans, en fait. Donc, ça a été mon début de travail quand j'étais plus jeune, là. Donc, ça a été vraiment là-dedans que j'ai appris, en fait, tout le niveau relationnel. Donc ça, je leur dois beaucoup pour ça, parce que le niveau relationnel, c'est quelque chose qui est super important dans mon métier, mais qui est super important, je pense, dans la vie en général. Donc, de savoir bien gérer autant une crise que de savoir bien gérer, parce qu'une crise en santé mentale, c'est pas si différent nécessairement d'une crise justement qui pourrait arriver sur une frustration ou quelque chose qu'on va vivre, là. Donc souvent, les gens vont avoir des frustrations qui ne sont pas identiques, évidemment, mais qui peuvent se ressembler dans certains traits, qui me permettent après ça, ben moi, de naviguer là-dedans beaucoup plus facilement de par le passé là, que j'ai vécu là, au niveau des résidents. Donc moi, en fait, je dirais que tout le côté humain, je l'ai développé grâce à cette entreprise-là là, que j'ai travaillé avec mes parents. Mais par la suite, là, tranquillement, à force de faire ça, je me suis dit, bon, ben, j'aime beaucoup l'aspect entrepreneurial de la chose, mais il me manquait l'aspect immobilier que j'aimais énormément puis que je voulais développer. Donc, j'ai même pensé longtemps avoir un parc immobilier puis de pouvoir naviguer là-dedans. Donc, c'était vraiment ça mon objectif à plus long terme. Puis mon objectif au début, c'était de passer par les résidences. Donc là, à force de grandir, je me suis aperçu, bon, ben là, il y a peut-être d'autres manières finalement de me lancer dans l'immobilier plus rapidement que ça. Fait que très jeune, je me suis aperçu du métier de courtier immobilier. Donc c'est là que j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur c'est quoi que ça prenait, comment est-ce qu'on pouvait se lancer dans l'immobilier justement en tant que courtier. J'ai commencé au niveau résidentiel, faire quelques années là-dedans, mais très vite, j'ai compris là, que ça me prenait beaucoup plus de défis parce qu'une transaction résidentielle, c'est très routinier, très toujours pareil. Puis moi, ça vient moins me chercher. Là. J'aime vraiment les défis qui sont plus complexes. Donc, quand on m'arrive avec des problèmes, qu'on me dit « Charles, je sais pas comment régler ça », puis là, c'est là que j'embarque, c'est là que ça me drive beaucoup plus. Donc, c'est pour ça que je me suis dit « Bon, mais je vais faire mon permis de courtage commercial, puis on va voir à partir de là. » Puis très rapidement, je suis rentré chez PMML, puis tout a déboulé jusqu'à aujourd'hui. Puis, c'est quoi la plus grande gratification dans ton métier? Aussi, qu'est-ce qui fait que, peu importe la journée que ça, peu importe les défis que tu rencontres dans toutes les transactions à la fin de la journée, dans une semaine, tu regardes en arrière et tu fais « Ah, c'est pour ça que je fais ça. » Je dirais c'est de trouver des solutions. C'est vraiment ça, moi, qui me drive. On a un problème, comment est-ce qu'on arrive à une solution? Puis d'après ça, regarder ma semaine puis dire « Crème, ça, c'était impossible de trouver ça. Mais on l'a trouvé, ça, c'était impossible aussi. Puis crème, je l'ai trouvé aussi. Puis ça, c'était impossible, mais on s'est entendu avec un tel, puis c'était finalement possible. » Fait que c'est souvent ça, moi, quand je regarde en arrière, là, j'aime ça quand on m'arrive avec des problèmes, disons, puis que je réussisse à trouver une solution. Là. Donc, c'est vraiment ça qui vient faire en sorte là, que j'ai ma gratification dans mon travail grâce à ça. Donc, d'ailleurs, justement, cette fameuse transaction-là dont j'ai parlé là, tout à l'heure là, sur les mini-entrepôts, de dire des fois que, oups, là, 3 jours du notaire, on nous arrive avec 6 documents à signer, donc exclusivement en anglais. Mon vendeur ne connaît rien de l'anglais. Comment est-ce qu'on peut faire une solution? Donc, on a fait des rencontres avec des traducteurs, on a fait des rencontres avec l'avocat, on a fait des rencontres aussi avec le notaire qui s'occupait de la transaction pour essayer de mixer tout ça, pour faire en sorte que le vendeur soit quand même sécure d'avancer dans cette transaction-là, puis de corriger certains points qui étaient imposés par l'acheteur à ce moment-là, quelques jours d'intervalle du notaire. Fait qu'on a réussi à trouver quelque chose, puis on a réussi à closer la transaction quand même. Puis après ça, ben, c'est vraiment là, à partir du moment où mon client vient me voir après puis qu'il me dit « Charles, honnêtement, je pensais qu'on allait la manquer, celle-là, puis finalement, on a réussi à l'avoir. » là, donc, c'est vraiment quelque chose qui me drive beaucoup, moi, dans ce travail-là, en fait. Puis j'imagine aussi de proposer des solutions à tes vendeurs et tes achats, c'est des fois tu dois oser. Aussi, tu dois... On n'a pas le choix. Tu dois tendre la main, tu dois oser, tu dois faire « Hey, je sais pas si ça va fonctionner, je vais quand même le proposer, je vais en discuter. » Puis souvent, c'est par
des discussions qui t'arrivent, tu as trouvé des compromis, ou au contraire, tu vois si la porte est fermée ou est ouverte. C'est ça. Puis ça, mais j'imagine, c'est une fierté là, quand tu arrives à faire ça. Tu fais, hey, j'aurais jamais cru qu'on va leur mon acheteur accepter telle condition ou telle solution, puis finalement, ça passe. Exact. Donc, c'est vraiment au travers de la discussion que je résous 95% des problèmes, parce qu'on ne peut pas rien régler si personne discute. Donc ça, moi, c'est toujours mon point que je mets en rentrant d'entrée de jeu quand on a un problème. Comment est-ce que je peux m'organiser pour que mon vendeur trouve sa solution puis mon acheteur trouve sa solution? Donc, on veut toujours que les deux parties soient en connivence, donc soient d'accord même là, avec les solutions que je vais proposer. Mais par contre, évidemment, des fois, oui, ça peut causer problème. Puis comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que l'acheteur soit pas trop perdant puis que le vendeur soit pas trop perdant non plus puis qu'au final, on réussisse à avoir de quoi qui fait pas l'affaire des deux, mais qui fait l'affaire des deux en même temps. Donc, c'est un peu là, comme je disais tout à l'heure, qu'on va trouver là, un consensus qui est le plus, là, justement, juste possible pour les deux. Là. Good. Puis, parle-moi de ta première rencontre avec Patrice. Aussi, comment ça s'est passé avec Patrice et avec Sylvain, j'imagine? Oui. Ou comment ça s'est fait? Est-ce que tu connaissais Sylvain avant justement d'arriver dans l'équipe? Est-ce que tu avais rencontré Patrice, puis par la force des choses, après ça, c'était un match avec Sylvain? Tu as été courtier associé, maintenant tu travailles comme courtier indépendant aussi. Mais comment ça s'est passé, ce moment-là aussi? Tout le monde a une anecdote par rapport à ça. C'est ça. Donc, moi, c'est sûr, je suis arrivé. Moi, j'ai rencontré Patrice ici même, à cette table-là. Patrice et Sana, qui étaient toutes les deux ensemble, là, donc ils étaient descendus à Québec à ce moment-là pour me rencontrer. Donc, on avait pris un moment ensemble. Puis, honnêtement, j'étais tellement motivé puis décidé à venir dans l'immobilier commercial que ça n'a pas été trop long que j'ai signé le document puis que je suis rentré chez PMML. Là, moi, j'avais vraiment déjà mon idée en tête puis je suis quelqu'un qui est très fonceur. Donc, j'avais déjà là, mes grandes lignes directrices, puis je savais que je voulais être courtier commercial, je savais que je voulais apprendre. Puis évidemment, PMML, là, sa réputation, là, donc je savais que j'allais être à bonne place pour apprendre. Donc, je suis rentré ici, j'ai rencontré Patrice Sana, ils ont dégagé tellement de confiance en eux, puis ils ont tellement été gentils. Puis moi, je suis quelqu'un qui est très axé sur la famille, qui est très axé sur aussi les amis, donc les proches de la famille, comme je disais, puis Patrice et Sana, déjà d'entrée de jeu, je les ai sentis un peu comme ma famille en rentrant. Fait que ça a été un baume sur mon cœur, un peu, quoi je peux dire. Là. Donc, déjà de fait, je me sentais en sécurité. Donc, ça n'a pas été, comme je disais, très long. J'ai signé le document. Par la suite, quelques mois après, j'ai rencontré Sylvain. Puis là, c'est là qu'on a décidé j'ai décidé de rentrer dans son équipe à ce moment-là pour apprendre justement plus rapidement là, sur le marché. Sylvain qui a été vraiment d'une très grande aide pour moi aussi dans le début de ma carrière. Donc, il m'a permis d'apprendre à vitesse grand V sur toutes les transactions, tous les petits points qu'il y a ou les choses qui peuvent varier là, dans l'immobilier. Puis par la suite, bien, c'est ça. Après avoir fait un certain temps avec Sylvain, là, j'ai décidé là, exactement de me lancer là, en fait, à mon compte comme courtier indépendant. Puis encore une fois, là, j'apprends à tous les jours. Puis je crois que je vais apprendre encore à tous les jours pendant plusieurs années là, grâce à tous ces défis-là. Puis moi, c'est vraiment ça qui me drive, en fait. Là. Oui, puis c'est important de le préciser. Tu ne sers pas tes transactions pour apprendre ton métier. Au contraire, c'est à force de faire des transactions, tu découvres plusieurs situations, plusieurs contextes complètement différents aussi. Puis tu gagnes de l'expérience à travers de ça. Puis c'est de la valeur que tu peux donner à ton prochain client. C'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment de par les multiples transactions qu'au final, on finit par créer une banque d'informations qui me permet, moi, par la suite, de faire profiter mes clients de ça. Donc, c'est super important. Puis ces informations-là, bien, je ne les ai pas acquises de par des livres ou de par de la théorie. C'est vraiment en étant sur le terrain puis en voyant, puis en participant à ces transactions-là. Donc, évidemment, ça a une plus grosse valeur à mes yeux là, que justement là, de juste apprendre dans un livre certaines informations. Tu es quelqu'un de très humain, OK? Dans le sens que, tu sais, ça se ressent que tu portes une attention particulière aux gens. Puis ça, c'est chiant à souligner aussi parce que s'il y a des propriétaires d'investisseurs immobiliers ou, tu sais, des chefs d'entreprise aussi, tu sais, qui n'ont jamais eu la chance de te parler, tu sais, de juste avoir une discussion aussi, je pense que tu es quelqu'un qui est très à l'écoute aussi des clients. Puis, moi, ma priorité, en fait, c'est vraiment de développer une relation avant de m'occuper d'une transaction. Donc, tant et aussi longtemps que je n'aurai pas développé cette relation-là, c'est sûr que la transaction, pour moi, va avoir moins d'importance que la relation que je vais créer avec le client. Donc, même si c'est un immeuble individuel qui va vendre et qu'il n'y aura plus jamais d'immeuble à vendre de toute sa vie, mais pour moi, ça va être important, pareil, de développer un lien, de le développer pour le futur, même que ce soit pour X raisons. Donc, c'est arrivé même que j'ai été chez un de mes clients qui voulait me présenter un véhicule qu'il venait juste d'acheter parce qu'il sait que moi, j'aime les véhicules. Puis là, j'ai juste été voir son véhicule parce qu'il venait juste d'en acheter un. Puis, tu sais, c'est vraiment pour moi, comme je disais,
la relation avant tout, puis par la suite, on va faire une transaction ensemble. Puis tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas créé cette relation-là, pour moi, c'est important là, de prioriser ça même par-dessus là, la transaction qui va avoir lieu. Donc évidemment, des fois, ça peut arriver qu'on développe ça pendant la transaction, mais c'est sûr que c'est une priorité pour moi, effectivement, là, de développer des relations avant tout. Oui, puis ça se ressent. Aussi, c'est très cliché. Aussi, puis je pense que tous ceux et celles qui ont du succès en immobilier, développent des relations. C'est un business qui est très humain, au-delà des chiffres. C'est ça, exactement. C'est très relationnel. Tu n'as pas le choix de communiquer, de négocier. Aussi, c'est le contact humain qui fait que tu avances. C'est ça. Puis, tu sais, j'ai vraiment vécu ça de par mon passé un peu au niveau de la santé mentale. Donc, ça vient rejoindre les gens quand j'ai switché en commercial, en immobilier tout court. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir pour me dire « Charles, c'est bien bizarre que tu fasses un switch aussi, une si grosse différence, en fait, entre les deux. » Mais au final, je leur disais « C'est différent, mais pas tant. Au bout du compte, j'aide encore les gens. » Donc, c'est vraiment important pour moi, ça. Donc, d'aider les gens au travers de leurs défis, leur quotidien, que ce soit au travers de la santé mentale ou au travers de leurs transactions. Là, moi, c'est sûr que ce qui venait plus me chercher, c'est vraiment l'immobilier. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'aider les gens encore, mais en immobilier, ce qui vient vraiment me passionner, moi, de mon côté. Donc, c'était une belle manière pour moi de continuer, au final, à aider du monde. Donc, c'est pas si différent à la fin là, du type de métier là, que j'ai choisi. Là. Puis créer de la valeur, puis contribuer justement à la création de valeur de certains propriétaires, ça permet juste après ça de le distribuer ces niveaux économiques. Exact. En créant des milieux de vie, en créant justement des pôles commerciaux. C'est ça. C'est un propriétaire de même commerciaux qui amène des locataires aussi, mais ça amène une nouvelle dynamique autour de la propriété aussi. Fait que, exactement. Puis j'ai fait une transaction récemment qui m'a permis, elle, de justement créer, en fait, de par l'entremise d'un acheteur puis d'un vendeur, une valeur sur un immeuble qui était vraiment supérieure, en fait, à la valeur vendue. Donc, avec l'acheteur, on a réussi à faire un montage une fois vendu là, de la transaction qui nous a permis vraiment de booster la valeur de l'immeuble de presque 800 000 là, si je ne me trompe pas. Là. Donc, c'est sûr que ça, après ça, ça me fait super plaisir d'ailleurs voir l'acheteur et de me dire, bon, mais je te l'avais dit que c'était un bon coup au final, tu sais. Puis qu'ils viennent me voir et qu'ils disent, hey, Charles, c'est sérieux, là, merci. Tu sais, on a réussi à faire cette transaction-là qui, au départ, semblait peut-être un petit peu cher, mais qu'à la fin, là, c'était un coup de circuit définitivement là, pour le vendeur. Là. C'est ça la beauté du commercial. Aussi, c'est que tu disais que c'était Forest, mais au contraire, c'est un terrain de jeu rempli d'opportunités. Il suffit juste d'être visionnaire par rapport à l'actif. C'est ça. Donc, il y a 150 000 manières de créer, en fait, de la valeur sur un immeuble, surtout au niveau commercial, parce qu'on n'a pas... Il y a beaucoup de réglementations qui ne sont pas là au niveau commercial, qui le sont au niveau résidentiel. Donc, d'avoir ce terrain de jeu, comme que tu viens de nommer, qui est vraiment plus large, vraiment plus... très différent aussi du résidentiel, permet à beaucoup de joueurs de justement générer des valeurs d'une manière très différente, mais qui vont, elles aussi, être plus efficaces même que les valeurs traditionnelles dans lesquelles on est habitué là, de créer, de générer de la valeur. Là. Donc, ça emmène des très belles transactions, en fait, là, qui nous permettent de nous différencier en tant que courtier aussi, là, donc, dans ce processus-là. Donc, l'importance d'un courtier immobilier, je l'ai toujours dit, c'est vraiment au travers. Oui, les relations, c'est important aussi, mais les connaissances qu'on vient transmettre, donc c'est un tout, en fait, le courtier immobilier. Puis certaines personnes pensent que des fois, elles sont capables de faire exactement la même chose ou des fois mieux, mais au final, quand on regarde les transactions vendues par les courtiers immobiliers versus les transactions vendues par les individus individuellement, bien, il manque un petit quelque chose au niveau des valeurs parce que nous, en tant que courtier, on est capable de générer beaucoup plus de valeur au niveau de la visibilité qu'on vient chercher, au niveau de la vision qu'on a de l'immeuble. Donc, à force de faire ça à temps plein, on vient générer beaucoup de valeur sur chacun des mandats qu'on vient de générer. Puis, bien, notre opinion est importante aussi pour certains investisseurs qui, par la suite, eux, ont comme projet d'optimiser. Donc, comment est-ce qu'on pourrait voir l'immeuble d'une autre manière que ce qu'on est habitué de faire? Donc, c'est là que le courtier vient rentrer puis de permettre de mixer plusieurs visions de plusieurs personnes, investisseurs, parce qu'à force de voir, oh, ce client-là a telle vision, ce client-là a telle vision, ce client-là a telle vision, mais là, quand le nouveau arrive, bien, je peux après ça, moi, le mixer avec les visions qui vont fitter le plus avec lui. Donc, est-ce qu'il est plus conservateur? Est-ce qu'il a l'intention d'être beaucoup plus investisseur, puis d'être plus agressif, puis de générer de la valeur le plus rapidement possible? Donc, chacun a un peu son profil d'investisseur. Puis, je pense que c'est important pour le courtier de bien cerner notre acheteur pour être en mesure, après ça, de lui référer ou de lui conseiller pour qu'il ait une belle expérience et une belle transaction. Puis comment est-ce qu'il se qualifie un acheteur qui t'appelle pour une de tes inscriptions? Justement, pour t'assurer que l'acheteur qui va rentrer, puis le temps, puis l'énergie qui va être investie pendant le processus de la vérification des genres, le processus de financement aussi, mais que ça ne soit pas nécessairement du temps perdu. C'est sûr qu'il y a des imprévus dans une transaction, mais comment tu t'assures de justement lier le bon acheteur avec le vendeur pour que le vendeur soit en confiance?
Donc, on revient un peu à ce que je disais auparavant au niveau de la personne. Donc, moi, je viens vraiment, encore une fois, créer un lien avec mon acheteur. Mon but, c'est vraiment de savoir, en fait, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, comment il gère ses opérations, qu'est-ce qu'il a besoin, lui, dans son quotidien pour que cette compagnie fonctionne, puis qu'est-ce qu'il pourrait avoir besoin aussi. Parce que certains clients m'appellent et me disent « Charles, je veux telle chose. » Puis après ça, on arrive en face, puis « Ouais, finalement, j'ai pas besoin de tant de quais de chargement que ça. J'ai pas besoin de tant de pont roulant que je pensais que j'avais peut-être besoin d'avoir 15 tonnes finalement, mais je pourrais peut-être faire avec 2-5 tonnes, ça ferait la job aussi. » Fait que de devoir cerner le plus tôt possible les besoins de l'acheteur vient faire une différence au niveau de son magasinage, au niveau de ses transactions aussi, parce qu'on va pouvoir le conseiller plus. Parce que si, par exemple, il y a besoin de 2 quais de chargement, bien évidemment, si l'immeuble a une possibilité d'en ajouter, bien, je vais être en mesure de lui dire d'office versus s'il n'y a aucune possibilité d'en ajouter parce que la vanne ne peut pas se tourner ou parce que le terrain ne permet pas. Donc, ça permet aussi d'emmener à l'investisseur une nouvelle vision des choses. Je pense qu'il est très important. Oui, c'est intéressant parce que surtout quand tu es en mode inscription, aussi de s'attarder sur les besoins de l'acheteur et non pas juste prendre l'intérêt de l'acheteur et d'essayer de le faire fitter avec ton inscription. C'est ça, exactement. Donc, quand on veut, oui, c'est sûr, quand le client va m'appeler, on va regarder les possibilités avec l'immeuble pour lequel il m'appelle. Mais ça va quand même être plus que ça pour moi de dire, est-ce qu'on est capable d'emmener à terme l'immeuble? Est-ce que c'est vraiment le bon ou est-ce que j'en ai peut-être 2 rues à côté qui pourrait faire encore mieux que ce que tu pensais à l'origine parce qu'on pourrait rajouter telle chose dedans qui, au final, vont lui permettre à lui là, d'être mieux, finalement, dans l'immeuble à plus long terme. Donc, souvent, les entreprises vont acheter un immeuble puis s'apercevoir après 2 ou 3 ans, ouais, je suis déjà coincé dedans. Fait que là, il faut que j'achète un autre immeuble. Donc, des fois, juste de pouvoir dire, bon, mais son entreprise est en pleine expansion, il a vraiment pris énormément de charges ou de volume, de valeur au niveau de son immeuble, puis il est capable de gérer. Puis de rajouter cet immeuble-là, ça serait très bon, mais l'autre, il y a un terrain supplémentaire qui va lui permettre à court terme de pouvoir rallonger ou agrandir. Donc, même si la valeur peut des fois être semblable, bien, ça a une bien plus grosse value de pouvoir rajouter ou d'agrandir la superficie qu'il va être en mesure de faire parce qu'il est en pleine essence ou en pleine expansion au niveau de sa compagnie. Versus une autre compagnie qui, elle, va chercher peut-être plus à stabiliser puis à gérer mieux son volume. Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'expansion à court terme, ça va être moins important peut-être pour cette entreprise-là d'avoir un terrain à court terme qui va pouvoir ajouter. Donc, de bien cibler les besoins de chacun, c'est vraiment important. Puis c'est ce qui fait pour moi là, la différence dans mes transactions parce que je viens cerner, créer un lien, comme je disais, pour cerner les besoins de chacun des clients puis pouvoir les mettre là, le plus possible, en fait, ensemble. Puis j'aime ta vision du courtage. Aussi, c'est intéressant, c'est pas juste faire des transactions, c'est tu rentres plus en profondeur. Là. Oui, exact. Puis je pense que c'est ça qui fait c'est le succès puis qui fait que tu es capable d'amener les dossiers chez le notaire aussi puis que tout le monde soit heureux là, à la fin. Exact, c'est ça. Donc, c'est sûr que mon objectif, c'est vraiment ça. On se concentre sur la personne puis après ça, on gère l'immeuble. Good. Fait que merci pour ton temps. Aussi, pour ceux qui ne te connaissent pas, je communique avec Charles-Alexandre. Exact. Tu transiges dans la région de Québec. Tes classes d'actifs, commerce de détail et industriel. C'est ainsi, j'imagine beaucoup d'industriels aussi, c'est ce qui est en or. Effectivement, donc il y a une très forte demande, surtout qu'à Québec, en fait, là, il y a un nouveau secteur qui vient d'être agrandi, en fait, au niveau de la ville, là, à Beauport. Donc, ça vient rajouter, en fait, du pied carré au niveau industriel. Par contre, c'est sûr qu'il y a très peu de zonage qui permettent, en fait, là, l'industriel. Donc, il y a quelques parcs à Québec qui vont le permettre, mais ça reste qu'il n'y a pas d'agrandissement qui va se faire dans les parcs. Donc, c'est vraiment de l'optimisation des parcs qui est plus en vue au niveau du maire. Donc, à partir de là, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver les besoins, pour faire harmoniser, en fait, les besoins des acheteurs et des vendeurs ensemble? Bien, c'est là que c'est important, effectivement, de me contacter. Là, ça va me faire plaisir de regarder là, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Parce que tu es quelqu'un qui est dans l'action, puis tu suis ce qui se passe sur le marché. Aussi, fait que des fois, c'est juste un coup de téléphone ou un courriel. Exactement. Puis initier la conversation aussi, juste commencer à prévoir les projets à moyen puis long terme. Exact. Puis ça permet justement d'avoir une vision plus en profondeur sur les activités de l'entreprise, puis pour le marché commercial. Exactement. Donc, c'est vraiment de m'envoyer un petit message même. Je vais être en mesure de dire, bon, ben là, c'est peut-être un moins bon timing par rapport à ce que toi, tu recherches, mais on serait peut-être en mesure, attends encore une couple de semaines ou quelques mois, on va peut-être être en mesure d'aller chercher là, un peu plus là, ce qui vient te demander, en fait, là, ou tu sais, des fois, d'avance en sachant certaines choses. Moi, je suis en mesure de planifier. Donc, j'aime toujours mieux planifier que de réagir. Donc, c'est sûr qu'effectivement, c'est bon de me contacter le plus tôt possible pour que je sois en mesure d'aider là, en fonction le plus possible, en fonction de ce que je suis capable de faire. Parfait. Un gros merci. Merci à toi, Gab. Ça fait plaisir.